Au Niger, nous parlerons justice. La détention de l'opposant Hama Amadou est arbitraire, au dire de maître Mossi Boubacar. En RDC, polémique sur l'état des finances dans l'ex-Katanga. L'opposition crie à une manœuvre politique. Cour pénale internationale, la procureure Bensouda veut donner aux victimes l'opportunité de s'exprimer. Bonjour chez vous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Sika. Nous démarrons cette édition par des nouvelles du Niger. Hama Amadou se porte bien, mais son avocat, maître Mossi Boubacar, accuse le président du parti au pouvoir et son secrétaire général. Eh bien, il faut comprendre qu'il s'agit du ministre d'État à la présidence et du ministre de l'Intérieur de le retenir arbitrairement. Maître Mossi Boubacar s'explique au micro de notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. S'il est arrêté conformément à ce qui est indiqué sur le mandat, il devait être déposé à la prison civile de Niamey. Malheureusement, quand il a été arrêté, nuitamment, 10 minutes après, on s'est présenté un samedi et alors que vous avez vu, quelqu'un s'est présenté avec un arrêté du ministre de la Justice, un arrêté pour le transférer. Je fais préciser qu'il y a deux irrégularités à ce niveau. D'abord, c'est un journal ouvré. Deuxième chose, le ministre de la Justice n'a pas en charge la gestion du mandat de Hama parce que à ce stade, Hama n'est pas condamné. Il y a que les condamnés par décision devenue définitive qui sont gérés par le ministère de la Justice ou par l'administration pénitentiaire. Hama n'étant pas condamné, Hama étant simplement inculpé, c'est au juge de décider de son transfèrement si c'est le cas. Puisque ça n'a pas été fait, ça veut dire qu'il est arbitrairement. Et c'est pour cela que je dis qu'il est entre les mains de Bazoum et de Hassoum Massoudou. Nous interpellons la communauté nationale et internationale sur ces travers. Parce que là, nous sommes en face d'une violation grave des droits de l'homme, grave et flagrante. Du Niger, passons à présent au Burkina Faso, où Yacouba Ouedraogo, qui fut ministre des Sports sous Blaise Compaoré, a été arrêté et inculpé mercredi pour son implication présumée dans le putsch manqué du 17 septembre. Les chefs d'inculpation retenus contre ce dernier, n'ont pas été précisés. Suivez. C'est le deuxième ministre du gouvernement de Compaoré à être écroué dans le cadre des enquêtes sur le putsch manqué. L'ex-chef de la diplomatie, Djibril Bassolé, a été inculpé notamment pour attentat à la sûreté de l'État et haute trahison. Une trentaine de personnes, dont une vingtaine de militaires, essentiellement du régiment de sécurité présidentielle, parmi lesquels le général Gilbert Diendéré, considéré comme le cerveau du putsch, ont été mis aux arrêts. Pour rappel, des soldats du RSP, l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaoré, avaient fait irruption dans le palais présidentiel le 16 septembre en plein conseil des ministres, prenant en otage le président Michel Kafando, le premier ministre Isaac Zida et plusieurs ministres avant de proclamer le coup d'État le lendemain. La mobilisation populaire et de l'armée loyaliste a mis les putschistes en échec et permis le retour au pouvoir de Kafando et de son gouvernement. L'histoire du Burkina Faso, pays sahélien pauvre de 17 millions d'habitants, a été marquée par de nombreux coups d'État depuis l'indépendance en 1960. La campagne pour les élections présidentielles et législatives du 29 novembre pour clore la transition démocratique ouverte après la chute de Compaoré s'est ouverte le 8 novembre. L'état des finances de l'ex-province du Katanga en RDC a été jeudi au cœur d'une polémique entre les anciennes et les nouvelles autorités administratives dénoncées par l'opposition comme une manœuvre politique. Nommée fin octobre par le président Joseph Kabila à la suite d'une réforme administrative contestée, les commissaires spéciaux des 4 nouvelles provinces katangaises ont été donc présentés mercredi à la population de
Lubumbashi, deuxième ville de la RDC et capitale de la nouvelle province du Haut-Katanga. Après analyse des documents de la remise et reprise avec le gouvernement de l'ex-Katanga, nous avons trouvé 0 francs congolais dans les caisses de l'État avec une dette de 55 millions de dollars contractée par Moïse Katumbi sans l'aval de l'Assemblée provinciale. C'est ce qu'a déclaré à la presse Richard Mouillet, chef de la nouvelle province de Lualaba et porte-parole des nouveaux commissaires. Aux Pays-Bas, Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale permanente, assure se battre pour donner une voix aux victimes. Sur les 9 années de son mandat, Fatou Bensouda, il faut le préciser, occupe cette fonction depuis 3 années maintenant. Rendre justice et donner une voix aux victimes, c'est l'objectif que s'est fixé l'avocate gambienne, devenue procureure de la Cour pénale internationale. Une mission qui se heurte à de nombreuses critiques, notamment celle selon laquelle son bureau ne jugerait que les chefs d'État africains. Face à ces critiques, la procureure se défend. Cette critique ne correspond pas à la réalité et c'est cela qui est important. Cette critique est au final très vague parce que, certes, je ne vais pas le contredire, toutes nos affaires en procès sont africaines et toutes les personnes sur le banc des accusés viennent d'Afrique. Mais je dis toujours, prenons un pas de recul et demandons-nous comment ils sont arrivés là. L'Afrique a amené ses affaires devant la Cour pénale internationale. Hormis le Kenya, le Soudan et la Libye, toutes les affaires ont été ouvertes à la demande d'États africains qui sont venus demander à la Cour pénale internationale d'intervenir. La Cour pénale internationale a ouvert cette année des examens préliminaires en Ukraine et en Palestine. Elle a été créée en 2003. Depuis lors, plus de 30 personnes ont été soupçonnées de crimes. Mais la Cour n'a à son actif que 2 cas de condamnation et un acquittement. Face aux rumeurs qu'il annonçait candidate à la prochaine élection présidentielle, Grace Mugabe, l'épouse du président zimbabwéen, nie vouloir succéder à son mari. Elle appelle au contraire à soutenir la candidature de Robert Mugabe, âgé de 91 ans, même s'il doit se représenter en fauteuil roulant. Les détails. Grace Mugabe, 50 ans, a formellement démenti vouloir se présenter à la prochaine élection présidentielle du Zimbabwe, apportant ainsi un démenti formel aux rumeurs. Elle a plutôt affirmé vouloir se concentrer sur ses fonctions au sein de la très influente Ligue des femmes de la ZANU-PF. Permettez-moi de vous dire que je me tiens debout ici en tant que la femme du président, mais aussi en tant que personne que vous avez choisie pour mener la Ligue des femmes. Donc ça s'arrête là. Je n'ai besoin d'aucune autre position. Depuis qu'elle a été désignée à la tête de la Ligue des femmes en 2014, la première dame, connue pour son goût immodéré pour les emplettes, joue un rôle politique croissant. Dans son intervention jeudi, Grace Mugabe a déclaré vouloir se concentrer sur le soutien à son mari en vue de la présidentielle de 2018, même si ce dernier devrait se présenter en fauteuil roulant. Certains ont rigolé de moi en disant que la femme de Mugabe devait être folle. J'ai dit que nous allions mettre M. Mugabe dans un fauteuil roulant et aller aux élections. C'est la vérité, car son leadership est une bonne chose pour nous tous. Il représente une force qui rassemble les hommes ici au Zimbabwe et nous devons apprécier cela. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, est le plus vieux dirigeant du continent africain. Et les spéculations font bon train sur son état de santé et sa capacité à faire campagne pour son éventuelle réélection. Preuve, selon l'opposition, qu'il n'a plus les capacités mentales à diriger un pays. Au Nigeria, 2 explosions ont frappé le marché de Farm Center au centre de Kano, faisant 15 morts. Cette attaque, qui survient au lendemain d'un attentat qui a fait une trentaine de morts à Yola, a semé la panique au sein de la population. Témoignage à travers ce micro-trottoir réalisé par notre correspondant Abdoulaye Issa.
À mon humble avis, il doit y avoir une certaine prise de conscience au sein de la population. Les choses se compliquent d'heure en heure et de jour en jour. Ce qui s'est passé hier à Kano est regrettable. Les mots me manquent et l'État a le devoir d'agir. La population est dépassée, il y a de quoi s'alarmer. Au début, tout le monde criait de joie que la fin de Boko Haram était imminente. Mais à voir les événements, ça inquiète. Aucune ville n'est épargnée. Dans toute situation, ayons le courage de remercier Dieu. Mais dites-vous que la responsabilité incombe à l'État. Ce matin, nous avons appris la disparition de près de 100 militaires. Nous allons où et quand est-ce que ça va finir? En France, le djihadiste belge-marocain Abdelhamid Abassou, tué lors de l'assaut contre un appartement de Saint-Denis mercredi, a joué un rôle déterminant dans les attaques du 13 novembre à Paris. C'est du moins ce qu'a affirmé jeudi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Reportage. 6 jours après le massacre de Paris, la France a annoncé la mort du cerveau présumé des attaques terroristes les plus sanglantes de l'histoire du pays, le djihadiste belge Abdelhamid Abaoud, qui avait déjà été mêlé à 4 attentats déjoués en France depuis le printemps. Le gouvernement français a salué la neutralisation de cette figure de l'État islamique lors d'un spectaculaire raid policier, mais sa présence incognito au cœur de l'Europe met en exergue les failles des services de renseignement du continent. Abdelhamid Abaoud a joué d'évidence un rôle déterminant dans ces attaques. L'enquête établira avec précision l'implication de ce ressortissant belgo-marocain. Elle permettra également de reconstituer le parcours de ce terroriste originaire de Molenbeek en Belgique, qui avait rejoint la Syrie depuis ce pays en 2014. Surnommé Abu Omar al-Baliki, le Belge en arabe, ce djihadiste de 28 ans est considéré comme l'inspirateur ou l'organisateur des attentats qui ont fait 129 morts et plus de 350 blessés vendredi soir à Paris et dans sa banlieue, revendiqué par l'État islamique. Se pose maintenant la question de savoir comment cet homme, qui faisait l'objet de mandats d'arrêt européens et international, a pu rentrer et cheminer en Europe, de surcroît en France. Aucune information émanant de pays européens dans lesquels il aurait pu transiter avant d'arriver en France ne nous a été communiquée, suggérant qu'il ait pu arriver en Europe et cheminer jusqu'à la France. Ce n'est que le 16 novembre dernier, postérieurement aux attentats de Paris, qu'un service de renseignement d'un pays hors d'Europe nous a signalé avoir eu connaissance de sa présence en Grèce. Le Premier ministre Manuel Valls a de nouveau réclamé jeudi une adoption rapide du fichier européen des passagers aériens, PNR, pour garantir la traçabilité des déplacements. Nous savons les menaces. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Agréable journée à toutes et à tous.